Il est 8h30 sur LCI, bienvenue si vous nous rejoignez. Notre invité ce matin, c'est le professeur Didier Pittet. Merci d'être avec nous, épidémiologiste et chef du service prévention et contrôle des infections aux hôpitaux universitaires de Genève. Toujours à mes côtés, Julien Arnaud du service politique d'LCI. On est maintenant à 2 semaines de la rentrée. Il y a cette tribune qui a été publiée par des médecins ici en France. Ils le disent, il faut protéger davantage les moins de 12 ans. Est-ce qu'on les a pas un peu trop longtemps mis de côté, oubliés dans cette crise sanitaire? Quel est votre avis à vous là-dessus? Oh, écoutez, il faut quand même relativiser les choses. Les jeunes enfants de moins de 12 ans, le plus souvent, tout d'abord, ne sont que peu responsables de la transmission du virus, puisque essentiellement, ils sont le plus souvent infectés par les adultes. Ce sont des enfants, donc les complications de la maladie chez ces enfants sont très très rares, extrêmement rares, et finalement, ce ne sont pas des éléments clés de l'épidémie. Il y a très peu d'hospitalisations, il n'y a pas de décès chez ces enfants-là, donc probablement que ces enfants, avec le temps, vont acquérir cette immunité, puisque ce virus va finir par toucher tout le monde de manière naturelle. Donc je ne pense pas que la vaccination des enfants de moins de 12 ans soit une priorité. De plus, évidemment qu'on ne vaccine jamais les jeunes enfants sans avoir, comme d'ailleurs on le fait pour les adultes, des séries contrôlées. Et donc pour l'instant, l'autorisation de vaccination est encore quelque chose qui manque et qui va nécessiter encore bien des mois avant de pouvoir prendre une décision. Professeur Didier Pittet, est-ce que le fait qu'il y ait des variants, notamment le variant Delta et puis d'autres, on en connaît aujourd'hui, ne change pas la donne notamment concernant les enfants? Est-ce qu'on peut se dire, ceux qu'on avait considérés comme peu touchés par la Covid, par le virus, finalement, avec les variants, tout cela pourrait évoluer? Alors vous avez parfaitement raison, c'est le propre d'un variant qui prend le dessus, n'est-ce pas? On ne parle jamais des variants qui disparaissent. Cela ne nous intéresse pas, mais ceux qui prennent le dessus, comme le variant Delta actuel, pour qu'ils prennent le dessus sur les autres variants, il faut qu'ils soient plus contagieux et il faut évidemment qu'ils soient aussi plus contagieux chez toutes les catégories de population. Et c'est le cas du variant Delta. Fort heureusement, dans les populations les plus âgées, la couverture vaccinale commence à sérieusement, évidemment, nous aider pour la transmission du virus et a largement démontré qu'on évitait les infections graves et les hospitalisations. Par contre, avec le temps, nous allons voir de plus en plus de transmission de virus chez les populations de jeunes adultes et bien entendu chez les populations d'enfants. Donc vous avez raison, ce sont des questions qu'on doit se poser en permanence. De là à dire qu'il y a aujourd'hui indication formelle à vacciner les enfants de moins de 12 ans, je ne pense pas que nous en avons les données scientifiques, ni d'ailleurs, et c'est surtout le plus important, les données sécuritaires par rapport au vaccin que nous recommandons. Alors, en revanche, ce vaccin, il est autorisé pour les 12-17 ans. Alors, on a les chiffres en France publiés par Santé publique France. Plus de 54% de primo-vaccinés chez les 12-17 ans. Un peu plus de 30% qui ont un schéma vaccinal complet. Est-ce que ça avance suffisamment vite, selon vous ? Écoutez, on aimerait toujours que ça avance plus vite, puisqu'on a bien compris que c'est une course entre ce virus qui est capable évidemment de générer des variants qui seront de plus en plus finalement, qui essayeront de plus en plus d'échapper à l'immunité. On parle d'échappement immunitaire, c'est-à-dire soit d'être moins sensible au vaccin, soit évidemment d'être moins sensible à l'immunité naturelle. Donc en effet, on voudrait que la propulsion, l'utilisation de ces vaccins soit toujours plus importante. C'est déjà bien, mais évidemment, il faut continuer les efforts de manière à ce que nous ayons le moins possible de clusters dans les écoles et dans les universités, parce que nous allons bien entendu en avoir.
Didier Pittet, en plus d'être, j'allais dire, un éminent épidémiologiste, vous chapeautiez la mission d'évaluation de la gestion de la crise sanitaire pour la France. Vous avez d'ailleurs été entendu par les parlementaires. Justement, quand vous voyez cette question sur la rentrée scolaire, ces vaccinations pour les 12-17 ans, un protocole sanitaire qui n'est pas tout à fait tranché alors que nous sommes à 2 semaines de cette rentrée, vous diriez... On avait retenu les leçons, on avait compris ce qui s'était passé précédemment, ou il y a encore des efforts à faire? Alors écoutez, je ne sais pas si cela peut vous rassurer, mais je crois que dans beaucoup de pays, malheureusement, entre le moment où où on essaye de faire prendre les décisions et le moment où on essaye de mettre en place les recommandations, il y a malheureusement des retards. La Suisse ne fait pas mieux, de loin pas. Nous sommes certainement encore moins bien préparés que ne l'est la France par rapport à cette rentrée scolaire, comme on l'appelle. Donc oui, on peut toujours faire mieux. Il faut imaginer les programmes de promotion de la vaccination dans les écoles, les programmes pour la mise en place des gestes barrières qui devront être maintenus de manière à limiter ces clusters. Ce qui est le plus important, c'est effectivement que les enfants et les jeunes adultes puissent bénéficier de l'enseignement parce que, on l'a vu, c'est trop grave finalement de ne pas pouvoir donner cet enseignement pour des raisons bien entendu éducatives, mais également sociales qu'on a déjà bien discuté. Aujourd'hui, malheureusement, le degré de perturbation psychologique au sein des jeunes populations, qu'ils soient les jeunes enfants, les enfants d'âge moyen et même les universitaires, est une vraie problématique qui fait que nous devons mettre tout en place pour reprendre l'éducation et les bénéfices secondaires de cette reprise de l'éducation normale. Justement, le but là, du gouvernement français, en tout cas, c'est de laisser les écoles ouvertes, mais avec un certain protocole sanitaire qui a été présenté fin juillet. Alors, il y aura 4 niveaux sanitaires en France qui seront mis en place en fonction du niveau de circulation du virus. Première question, est-ce qu'il faut que le masque, selon vous, en intérieur, soit laissé dans toutes les classes, quel que soit le niveau de circulation du virus? Le masque en intérieur, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place de manière sûre et partout, selon vous? Alors je pense que les gestes barrières, comme on les reconnaît bien, à commencer par l'hygiène des mains, qui est extrêmement utile et probablement au moins aussi utile, voire plus utile que le port du masque, doit être rappelé. Le port du masque doit être maintenu, en particulier dans les groupes d'enfants d'âge moyen intermédiaire, où là, la transmission est extrêmement facile. Ce qui est difficile avec le nouveau variant, c'est qu'il est probablement beaucoup plus contagieux, il l'est plus rapidement parce que la durée d'incubation est plus faible et de manière plus prolongée. Donc en effet, le port du masque dans ces populations de jeunes intermédiaires, peut-être pas chez les plus jeunes, semble être indiqué, en tout cas pour la rentrée, de manière à ce qu'on voit un tout petit peu quel est le degré de transmission ou de transmissibilité de ce nouveau variant, de manière à avoir une idée meilleure du contrôle, peut-être de façon à pouvoir ensuite réduire les exigences. Mais dans un premier temps, je pense qu'il vaut mieux rester prudent de manière à pouvoir maintenir encore une fois ces écoles ouvertes. Alors, je voulais vous poser une question sur ces 2 nouvelles études qui viennent de sortir de la revue Science Immunology, qui disent qu'un quart des formes graves du Covid serait lié à une anomalie génétique. Est-ce que ça nous permettrait enfin de comprendre pourquoi certaines personnes sont plus touchées que d'autres quand on attrape le Covid? Alors écoutez, c'est une des données scientifiques intéressantes au cours de ces derniers temps. Il y en a d'autres. Il est vrai que la sensibilité individuelle est certainement un paramètre important. Il n'en reste pas moins que ce virus est extrêmement contagieux, qu'il se propage extrêmement facilement et que, comme on l'a déjà dit, cette tendance à générer de nouveaux variants a une raison pour ce virus, c'est sa survie. Et donc, plus nous prendrons de temps à limiter la propagation de ce virus, plus nous courons les chances de nouveaux variants qui seront encore plus résistants ou échapperont encore mieux à notre immunité. Donc, ces données génétiques
sont importantes, mais elles ne nous permettent pas finalement d'instaurer ou de proposer des degrés différents de prévention par rapport au risque d'acquérir la maladie. J'imagine, Didier Pittet, que vous regardez même depuis la Suisse ce qui se passe en France tous les week-ends avec ces manifestations, justement, ces anti-vaccins et ou anti-pass sanitaires, parce que parfois il faut évidemment les distinguer. Quel est votre regard? Vous vous dites quoi quand vous entendez des personnes qui disent « Ah non, non, la vaccination, on ne veut pas en entendre parler du tout, loin de nous cette idée ». Écoutez, ma première réaction est de dire que malheureusement, dans nos pays riches, parce que la France n'est pas le seul pays dans lequel on voit ce type de réaction, nous avons des problèmes de nantis. Nous avons des problèmes de personnes qui, finalement, sont peut-être trop gâtées. Si vous alliez maintenant proposer cette vaccination en Iran, je ne parle même pas d'Afghanistan, mais disons, ou dans beaucoup de pays d'Afrique, je rappelle que en moyenne, environ 2 à 3% de la population est vaccinée dans les pays pauvres, alors que dans les pays riches, c'est environ 60%. Donc je pense que ma première réaction, c'est celle-ci, c'est de dire qu'aujourd'hui, pour faire société, il nous faut reconnaître que nous avons un outil essentiel qui aide à stopper cette épidémie et que c'est la vaccination. Alors, en France, oui, il y a eu des réactions comme dans d'autres pays. Il y a une certaine proportion très faible de la population qui réagit, mais il y a tout de même 60% de la population française qui est vaccinée. Et j'encourage ceux qui ne le sont pas à continuer à faire des efforts de manière à finalement nous éloigner le plus vite possible d'un risque quand même que les hôpitaux soient à nouveau surchargés et que surtout nous devions interrompre nos activités comme on l'a malheureusement connu par le passé. Personne ne voudrait revivre des confinements, quelle qu'en soit leur forme. Pensez aujourd'hui que Melbourne en est à son 8e confinement. Oui, exactement, c'est pour éviter ça. Que le pass sanitaire et la vaccination sont en place. Est-ce que vous pensez que dans ces manifestations-là, ils sont encore 200 000 en France, il y a encore une partie de ces manifestants qu'on peut convaincre et si oui, comment convaincre ces réticents de la vaccination à les faire vacciner selon vous? Alors écoutez, je pense que lorsqu'on a vécu des cas de très près, que ce soit des cas de maladies entraînant des décès, lorsqu'on voit des cas de Covid longs, malheureusement, dont on ne connaît pas encore la proportion à long terme, mais vous verrez que cette maladie fera des problèmes à très long terme et ce sera un vrai problème de santé publique. Eh bien, je crois que ces personnes-là devraient comprendre que c'est faire société, c'est de représenter le respect civique de nos sociétés qui finalement devraient l'emporter. On aura toujours des gens extrêmement réticents, mais ils sont réticents à tout, ils sont anti-tout en général. Et ces personnes-là, on ne les changera pas. Mais ceux qui sont hésitants, je pense que de manière à faire que notre monde puisse continuer à fonctionner, on doit les encourager à se vacciner pour eux-mêmes et pour les autres. Et je dirais, cet altruisme est fondamentalement important. Dernière question, Didier Pittet. Didier Raoult, à la retraite, le 31 août, il ne sera plus professeur à l'IHU de Marseille. Il n'assurera plus non plus la direction de l'Institut. Sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup monter, notamment venus des mouvements souverainistes ou de l'extrême droite, des mouvements de soutien à Didier Raoult. Vous en pensez quoi? Vous comprenez cette polémique ou vous dites, bah non, il est temps, l'âge de la retraite, point barre? Bon, écoutez, nous avons tous, en tant que professeurs de médecine, un âge de retraite. En Suisse, il est à 65 ans. Et pour moi, ce sera l'an prochain. Pour Didier, que je connais bien comme scientifique et microbiologiste de talent, je ne me fais pas de soucis pour lui parce qu'il continuera à finalement avoir des activités académiques en collaboration avec toute une série de collègues qu'il connaît à travers le monde, à donner ses conseils dans le domaine qu'il connaît le mieux, qui est la microbiologie, pour lequel il reste et restera un des plus grands experts dont nous puissions disposer aujourd'hui dans le monde. Donc je ne me fais pas de soucis pour Didier Raoult et je suis persuadé qu'il acceptera les règles académiques comme on les accepte tous au moment de nos départs en retraite. Juste en 30 secondes, vous ne considérez pas cette retraite comme une sanction? Certains disent c'est via ses prises de position que voilà, on le met à la retraite. Vous ne le voyez pas comme ça, vous?
Écoutez, personnellement, je n'en ai aucune idée parce que je ne suis pas investi dans ce genre de décision, mais je peux vous dire que nous avons tous, au titre de professeur, un moment de retraite, le moment où nous devons faire place aux jeunes, et c'est ça l'idée, de partir, alors que certainement vous pouvez encore apporter beaucoup, mais je suis certain que Didier continuera à pouvoir donner des conseils à gauche, à droite, extrêmement facilement, même en étant bien entendu à la retraite officielle de son université. Merci beaucoup, merci professeur Didier Pittet d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin.